On va avancer sur la présentation suivante, qui est une présentation sur un parcours. Donc on va beaucoup parler de parcours de soins. Donc un parcours PMA entre Jean Verdier et l'hôpital Georges Pompidou. Et comme c'est un parcours, il y a 3 intervenants. Et je vais vous laisser vous présenter et nous raconter un peu l'histoire de votre parcours. Alors en fait, on a 2 parcours même à vous présenter. C'est pour ça qu'on est 3. Moi, je suis Maëlys Peigné, je suis gynécologue médicale et je suis chef de service de médecine de la reproduction à l'hôpital Jean Verdier. Donc moi, je vais parler au nom du CSO Île-de-France-Ouest et je suis Claire Carrette, je suis donc médecin nutritionniste à l'hôpital Pompidou. Alors, bonjour à tous. Donc moi je suis Mohamed Zerguine, donc médecin nutritionniste, et je travaille dans le service du professeur Cossan, donc à Jean Verdier, dans le GHU 93. Et donc on va parler des choses qu'on a mises en place avec l'aide de personnes ici présentes pour la prise en charge en aide médicale à la procréation des patients et des patientes vivant avec une obésité. Et je vais commencer par te laisser la main pour faire un petit rappel du contexte. Donc là, je suis désolé, je vais faire une présentation en fait très physiopathologique, médicale. Après toute cette présentation, ces témoignages qui ont été, on va dire, formidables. Pour être très basique et puis très simple, l'obésité en fait et fertilité féminine. Effectivement, c'est un peu la base. On sait que le tissu adipeux en fait a longtemps été considéré comme un tissu inactif, mais en fait c'est un tissu qui est très actif et donc il y a une production de plusieurs hormones, d'enzymes, de peptides qui effectivement créent justement ces perturbations. Et donc en l'occurrence dans le cadre de la fertilité, on a une production d'aromatase par le tissu adipeux et le tissu adipeux est également responsable d'une résistance à l'insuline et donc d'un hyperinsulinisme. Et cet hyperinsulinisme va créer au niveau hépatique, en l'occurrence, une diminution de la protéine qui porte ces hormones sexuelles. Et donc, en fait, on va avoir une présence plus importante de formes actives. On a également donc une perturbation au niveau des ovaires, plus exactement au niveau de la thèque interne. Donc on a effectivement l'insuline qui va stimuler avec la LH la production en fait d'un cytochrome, plus exactement en fait la 17-alpha hydroxylase, qui va en fait entraîner une stimulation des androgènes. D'accord ? Donc il y a toute une cascade en fait biochimique, je rentre pas dans le détail, et on va effectivement avoir la production d'androgènes, de testostérone en l'occurrence. Et donc en fait, tout cela concourt à un hyperandrogénisme, et cet hyperandrogénisme associé à la production d'aromatase va en fait augmenter les œstrogènes, parce que l'aromatase en fait transforme la testostérone en œstrogène, pour simplifier. Et on va avoir en fait une espèce d'ambiance hyperœstrogénique qui va être responsable par rapport à l'axe donc hypothalamo-hypophysaire gonadique d'une diminution, en fait, ça va un peu leurrer le cerveau, et on va avoir une diminution de la LH-FSH, en tout cas le rapport LH-FSH, donc une perturbation, et donc la conséquence, c'est que on va avoir forcément soit une dysovulation, ou au pire une anovulation, donc un arrêt complet des règles. Voilà, donc ça c'est vraiment pour camper un peu le sujet, et donc il y a effectivement d'autres problématiques interfèrent. Vous avez l'inflammation à bas grade, qui est très bien connue chez les patients obèses, qui va créer effectivement, par rapport au stress oxydatif, les radicaux libres, etc., et perturber toutes ces, on va dire, cellules ovocytes, etc. Alors, je poursuis. Hop. Alors, une petite animation. Voilà. Alors, on a beaucoup parlé de l'infertilité, on va dire féminine, mais il existe l'infertilité masculine, qui est un peu délaissée, mais on a effectivement, dans le cadre de cette infertilité masculine et de cette obésité, que l'on prend en charge dans le cadre de notre parcours. Donc en fait, on a je reprends un petit peu cet axe, hypothalamo, hypophyso,
on va dire, gonadique, et on a en fait une inhibition, parce qu'effectivement, le tissu adipeux va produire l'aromatase, donc il va y avoir une ambiance hyper-œstrogénique qui va être responsable effectivement de ce qu'on appelle l'hypolipo, c'est-à-dire un hypogonadisme hypogonadotrope qui va créer effectivement une diminution de FSH-LH. Alors, tout ça est majoré par l'hyperestrogénie et cet hyperinsulinisme qui est en relation avec cette résistance à l'insuline, va créer effectivement des spermatozoïdes qui sont en fait faibles en nombre, qui sont ce qu'on appelle une oligospermie. On a également donc une mobilité qui est très réduite, donc une oligoasténo, et en fait on a des spermatozoïdes qui sont mal formés en fait. Voilà, et tout ça concourt effectivement à ces problématiques de reproduction, etc. On a également ces problématiques de température, parce que effectivement nous avons des testicules qui sont à l'extérieur, et donc il y a une différence de 2-4 degrés qui est primordiale. Et dans le cadre de cette obésité, cette variation en fait, de température influence effectivement la spermatogénèse à défaut. Voilà, c'était rapidement pour vous présenter un peu de physiopathologie. Je suis désolé. Et donc là, on va continuer effectivement. Alors, vous comprenez bien que cette infertilité due à l'obésité, c'est un constat. Et face à ce constat, eh bien, on comprend bien que l'obésité est responsable de cette infertilité. Et donc, il est logique, suite à ce constat, de faire une association avec, effectivement, voilà, et je transmets. Merci. Enfin, un truc animé. Juste rappelle aussi qu'au niveau obstétrical, on en parlera après, il y a aussi des complications, et donc ça nécessite de faire le point avant cette prise en charge de l'infertilité féminine ou masculine. Et donc, devant ces troubles de la fertilité, féminin ou masculin, on peut avoir recours à l'assistance médicale à la procréation, mais on se retrouve face à plusieurs problématiques quand on est en médecine de la reproduction. Malheureusement, les médicaments sont quand même moins efficaces quand on est en situation d'obésité. Là, je parle de la femme. Une résistance au citrate de clémifène, une résistance au traitement par gonadotrophine qu'on peut être amené à donner pour stimuler la fonction ovarienne. On peut avoir également des difficultés techniques avec des difficultés à suivre nos traitements avec des échographies qui peuvent être compliquées à interpréter, des complications ou des gestes qui peuvent être difficiles à cause des complications anesthésiques. Et puis, il y a encore des centres, même si vous en parliez en introduction, on disait qu'on ne peut pas bloquer parce qu'on a un IMC plus élevé en PMA. C'est pas encore, ça existe encore malheureusement dans certains centres. Et en effet, et comme c'est écrit, c'est très 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 centre dépendant et très inégalitaire. Et donc, en tout cas à Jean-Verdier, on a décidé de mettre en place un parcours de soins. Tout a commencé lorsque j'ai entendu Cécile Siangura nous parler du parcours Opium dans un centre dans un contexte qui n'avait rien à voir. Et je me suis dit, il faut absolument qu'on ait ça à Jean-Verdier, où on a plus de 50% de notre population qui vient en situation d'obésité pour une demande de PMA. Et donc, on a mis ça en place. Notre parcours, il s'appelle DESCOM, désir de grossesse, conception, obésité et maternité, donc ambitieux. Le voilà un peu en résumé. Le parcours, les patients entrent par la première consultation d'infertilité du couple. Ils vont avoir un premier bilan de 7 infertilité qui est réalisé sur le plan féminin. Ce circuit d'hôpital de jour dont je vous parle, il n'est pas encore mis en place pour les hommes. Les hommes, on a un autre parcours avec Mohamed. Pour les femmes, la première consultation d'infertilité mène à un bilan d'hôpital de jour d'infertilité, où là, on va réaliser tout le bilan gynécologique, bilan hormonal, échographie, évaluation tubaire. On a des consultations avec le psychologue, le tabacologue qui peuvent être possibles. Et puis, on va faire, en cas d'obésité, une consultation avec la diététicienne et un premier bilan du retentissement métabolique. On va ensuite, en partenariat avec nos collègues obstétriciens, réaliser une
consultation préconceptionnelle avec toutes les informations dont on vous a parlé en introduction là, tout à l'heure. Et puis ensuite, la main va être donnée au service du docteur Zerguin qui va recevoir la patiente en hôpital de jour nutrition. Donc il va vous détailler ce qu'on fait pendant cet hôpital de jour. Et dans certains cas, on peut être amené d'emblée à discuter de certains cas complexes. On a une RCP trimestrielle qui a été mise en place. Oui, alors, donc dans le cadre de cette collaboration, alors effectivement, les patients sont orientés vers le service de nutrition pour aborder toute la problématique, on va dire, diététique, activité physique, psychologique, comportementale au niveau de l'alimentation, etc. Et donc, on a en fait 2 HDJ. Une HDJ, en fait, bilan, où on va explorer, effectivement, les différentes problématiques qui sont inhérentes, soit la problématique hormonale, soit la problématique, en fait, diabète, ou la problématique apnée du sommeil, par exemple. Donc, il y a différents examens complémentaires réalisés. Et donc, à l'issue de ce bilan, alors les patients sont vus par une diététicienne ou un diététicien. Et donc, il y a une évaluation, effectivement, de l'alimentation, du comportement alimentaire, etc. Et donc, à l'issue, il y a des conseils qui sont donnés. Au niveau de l'activité physique également, donc on a un enseignant d'activité physique adapté qui reçoit en consultation donc ces patients, tous ces patients, et donc leur permet effectivement de les orienter, de les conseiller, dont des MSP, etc. Et donc cette équipe, que je remercie, et certains sont présents ici, donc va construire en tout cas justement cette prise en charge, désolé par ce terme, mais en tout cas cet accompagnement. Donc à l'issue justement de cet hôpital de jour, on va faire différentes propositions donc à la patiente, une proposition soit prise en charge de mesures hygiéno-diététiques, une prise en charge pharmacologique, ça on en discute, ou éventuellement une prise en charge chirurgie bariatrique. Et donc on travaille effectivement donc avec le service de chirurgie bariatrique, service du professeur Trézallet, et donc on aborde un petit peu tout ça. Et donc à l'issue, on décide un petit peu justement du parcours de la patiente, on se projette en fonction justement des différents impératifs, puisqu'il existe en fait des impératifs dans le cadre justement de cette problématique d'infertilité et cette problématique de PMA. Et donc à l'issue justement de cela, on propose également une HDJ en fait éducative. Donc vous avez bien compris que dans le cadre de cette HDJ bilan, la partie éducative était peu présente. Et il nous semblait nécessaire d'apporter effectivement une partie éducation thérapeutique patient pour pouvoir justement développer tout ça, pouvoir échanger, discuter, etc. Et donc, dans le cadre d'un deuxième temps, on aborde effectivement cette problématique en fait éducative, dans le cadre d'une HDJ éducative avec effectivement psychologue, diététicienne, enseignant d'activité physique adaptée et médecin. Voilà. Et donc après, bien sûr, on fait un bilan et on met en place un suivi en médecine de la reproduction, un suivi en nutrition et ce, en parallèle. Et on peut être de nouveau amené pendant le suivi à reparler des cas difficiles et des cas complexes. Et donc ce parcours, il a été mis en place depuis mi-2024, donc sur le modèle du parcours Opium. Et je remercie encore Cécile Siangura et Jackie Nicatar d'être venues jusqu'à Jean-Verdier, d'avoir bravé le 93 pour nous présenter leur parcours. Donc on a fait pour l'instant 5 RCP depuis octobre 24. On a discuté de 24 cas complexes avec des prises en charge variées. Et donc je vais laisser maintenant la parole pour l'autre parcours. Donc c'est une journée hommage à Jackie et Cécile, parce que nous aussi, on s'est largement inspiré de ce qu'avaient présenté Cécile et Jackie, et on a monté le même genre de parcours à l'HEGP, donc avec l'équipe qui n'est pas sur place, donc ça complique un petit peu la prise en charge, puisque c'est à Cochin-Port-Royal, l'AMP, et l'obstétrique donc de Port-Royal. Notre parcours, je ne vais pas vous le présenter, parce qu'il ressemble furieusement à tout ce qui a déjà été présenté, et puis on ne doit pas faire trop long. Il est vraiment assez classique, qui est basé sur ce qui a été proposé à la Pitié et ce qui vous a été montré à Jean-Verdier. Ce que je vais vous présenter, c'est plutôt le travail de thèse donc, de Milady Join, qui est une interne d'endocrino qui maintenant est docteur et même maman d'un enfant qui est en congé maternité, qui avait fait sa thèse, donc a repris
tous les patients qu'on avait passés, entre guillemets, dans ce parcours. Donc, au moment où elle l'avait fait, il y avait 118 personnes, vous voyez en haut à gauche, qui ont été... Alors, il y a peut-être une petite animation, mais je ne sais plus bien comment elle est, voilà. Dont 109 femmes qui ont été prises en charge dans ce parcours à l'HEGP Port-Royal. Moyenne d'âge, c'était la médiane, pardon, c'était 34 ans chez les femmes, un peu plus chez les hommes, 35. Vous voyez que les hommes, il n'y en avait que 9. On pourra en reparler, mais c'est une des difficultés qui a été mise en lumière par ce parcours. Et je vois qu'à Jean-Verdier, ils ont peut-être remédié mieux que nous. J'en ai parlé de ces travaux à un congrès de fertilité à Strasbourg très récemment. Il y a vraiment une question autour de la prise en charge des hommes qui consultent beaucoup moins que les femmes, qui ne sont pas vues régulièrement en consultation de gynéco comme nous, et qui ne voient jamais personne avant d'être submourants aux urgences de l'hôpital. Et donc, il y aurait un enjeu de les prendre en charge de façon précoce à l'occasion de ces problèmes de fertilité, de s'occuper du tabac, de leurs facteurs de risque cardiovasculaire, etc. Donc, on ne fait pas mieux que les autres, donc on n'en a que 9. Ils sont globalement un petit peu plus... Enfin, ils sont un petit peu plus vieux et ils ont un IMC qui est un petit peu plus élevé. Mais vous voyez qu'en moyenne, l'IMC médian ou moyen de nos patients, c'était 39. Voilà, les causes d'infertilité, la majorité, enfin la moitié étaient de causes féminines, avec beaucoup de SOPK. Il y avait aussi, alors quand les hommes nous étaient envoyés en majorité, c'est parce qu'ils avaient une infertilité, d'origine masculine. Vous voyez, 77% des hommes avaient une infertilité. Et puis voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pu faire ? L'idée, c'était de montrer que c'était faisable et qu'on respectait un peu les délais qu'on s'était imposés. Alors, en gros, on essaye de faire une consultation dans le mois qui suit la demande. Il y a une demande qui est envoyée à notre chef de clinique par mail et on essaye de répondre et de faire une HDJ. On a des créneaux d'HDJ, c'est Charles Barsamian qui est ici, qui gère ces créneaux, qui doivent être proposés dans les 3 mois. Donc, voilà, on essaye de respecter cet engagement. Et globalement, on n'a pas fait trop mal parce que la première consultation, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, c'est 1,6 mois. Et le premier HDJ, c'est 3,6 mois. Donc Charles, tu peux être fier, ça marche. Les délais courts de prise en charge ont été respectés. Et ensuite, voilà, elle a essayé de reprendre un peu les données qu'elle pouvait retrouver dans nos dossiers. Et globalement, ce qu'on appelle les feux verts, c'est un peu, je ne sais pas si c'est bien dit, mais c'est les accords de la RCP pour la prise en charge en PMA. Ouais, il y a 61% de feux verts. Il y en a un peu plus chez les hommes que chez les femmes. On peut juger, et Milady était outrée de ce résultat, mais c'est vrai que l'enjeu pour la femme est un petit peu plus important que pour l'homme. C'est quand même elle qui va porter l'enfant et qui aura potentiellement des complications obstétricales. Et puis, voilà, après, elle avait regardé les variations de poids obtenues par nos prises en charge. Donc, vous voyez que l'accord, il est obtenu en 2,1 mois versus 7,6 mois chez les femmes. Donc, l'accord est beaucoup plus facilement obtenu chez les hommes et beaucoup plus rapidement, bien que la perte de poids soit beaucoup plus importante chez les femmes que chez les hommes. Et c'est lié effectivement à la pression sur le corps des femmes qu'on peut juger stigmatisante et inadaptée, mais dans ce contexte qui est probablement quand même importante. Et voilà, alors en gros, les moyens qu'on utilise, nous, les prises en charge qu'on peut proposer à l'HEGP, c'est quand même beaucoup du relais de ville. On fait volontiers appel à des diététiciennes de ville pour le suivi de ces patientes, mais parfois on a recours à des moyens voilà, de la chirurgie bariatrique, de la sleeve endoscopique ou même maintenant les médicaments de l'obésité. Donc on a comparé ces prises en charge, évidemment. Tigrane sera content, c'est la chirurgie qui marche le mieux. Voilà. Après, avec tous les enjeux qui ne sont pas abordés là autour du délai pour la grossesse, de l'âge des femmes qui avance, enfin, qui font que c'est des situations extrêmement compliquées qu'on discute et qui sont vraiment individualisées au cas par cas. Et puis, bon, alors ça nécessiterait de reprendre le travail et j'espère qu'on va arriver à trouver un obstétricien motivé maintenant qu'on a rejoint le grand institut iWish avec Vassilis Tsatsaris, qui va trouver quelqu'un qui est motivé par ce sujet et qui va reprendre les grossesses obtenues grâce à ce parcours. Ce que je peux juste vous dire, voilà, c'est qu'il y a eu 51 grossesses, 25% qui étaient spontanées, 9 qui se sont faites mal, bien qu'on n'ait pas donné notre feu vert, et j'allais dire tant mieux. Mais voilà, il faudrait creuser un peu plus pour savoir connaître bien l'issue de ces grossesses. Vous avez quelques données sur les naissances vivantes, voilà, les fausses couches, etc. Mais c'est pas exhaustif en fait. C'est vraiment ce qu'on a pu retrouver dans DXCare et dans le logiciel je vais dire une bêtise, je sais plus comment il s'appelle, des obstétriciens ou des PMA, MediWeb ou je sais plus quoi. Ouais. Pour l'AMP, ils ont une cohorte et un logiciel.
Voilà. Donc, en conclusion, on voulait vous présenter à la fois le fait que ces parcours, ils existent, ils sont faisables. J'espère qu'ils vont se diffuser. Il y a, je pense, vraiment un intérêt croissant pour cette question, qui est une question de santé publique qui est de plus en plus prégnante, avec encore une fois l'augmentation de la prévalence de l'obésité dans la population et l'avancement de l'âge des grossesses chez les femmes. Donc voilà, alors je ne vais pas lire toutes mes diapos, mais ce que je voulais dire, c'est que j'espère qu'on aura un peu de temps pour discuter à la fin de toutes les présentations, mais c'est vrai qu'il y a un enjeu vraiment majeur autour de l'organisation des soins. Il y a des discussions autour des moyens qu'on doit entreprendre. Nous, c'est vrai qu'on a finalement trouvé que la sleeve endoscopique, c'était peut-être une alternative intéressante dans cette situation, parce que la modification du tractus digestif, elle est définitive, contrairement aux médicaments, si on n'a pas recours à une vraie chirurgie bariatrique. Mais on manque vraiment de données de recherche, quoi. C'est des choses qu'on a fait pour le moment un peu comme ça, de façon individualisée en sauvetage, mais qu'il faudrait mieux évaluer. Voilà, et je vous remercie.